dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque on va faire le bilan du challenge tome 2 que j'ai lancé pour le mois de janvier. Donc Marie est là en tant qu'invitée d'une certaine façon. J'ai juste participé. Voilà, mais elle a bien participé et elle a atteint le maximum de points. Voilà, déjà, on peut le dire. Trop fière. Donc, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de vous présenter les livres qu'on a lus. Et rapidement, je vais vous faire un petit blabla sur le challenge et voilà ce que c'était exactement pour vous expliquer rapidement. Pourquoi tu as conçu ce challenge? Voilà. Et comment ça fonctionnait. Alors, d'où est venue l'idée? Tout simplement du fait que j'avais une quantité astronomique de tomes 2 à lire. En fait, j'avais lu plein de tomes 1 et jamais les suites. Je me suis dit, bah en janvier, j'ai plein de tomes 2 à lire, donc pourquoi pas faire un challenge du coup? Et pourquoi pas faire un challenge avec tout le monde du coup, pour ceux qui voulaient y participer. Donc Marie y a participé, j'ai aussi ma cousine qui a participé. Donc j'avais créé des petits templates, voilà. Et il y avait un système de points, donc à chaque livre que vous lisiez qui était un tome 2, ou une suite de saga, parce que voilà, tout le monde n'avait pas que des tomes 2 dans sa palle, vous remportiez des points. Alors le système de points, 5 points déjà si vous lisiez un livre, c'était déjà pas mal. 15 points supplémentaires si c'était un livre prioritaire, puisque sur les templates que j'avais fait, vous aviez le droit à 2 livres prioritaires par slide. 25 points si c'était un tome 2, parce que c'était quand même le challenge tome 2, donc ça rapportait beaucoup de points si c'était un tome 2. Plus 20 points si c'était une saga terminée ou une saga à jour, 15 points, puisque parfois il n'y a pas la suite qui est disponible. 15 points pour un livre de plus de 500 pages, quand même, faut marquer un petit peu l'esprit. 15 points si c'était un auteur ou une autrice française ou francophone. 5 points pour un livre sorti il y a moins de 3 mois. 5 points pour un livre acheté il y a moins d'1 mois. 5 points pour un livre dans la palle depuis plus d'1 an. C'était l'occasion aussi de sortir nos dinosaures. Perso, j'en ai pas sorti au final. Et 5 points si c'était un livre qui était aussi dans ma palle, puisque j'avais partagé ma palle au début du mois, donc je me suis pas donné ces points-là, je vais pas tricher. C'est sympa pour nous. Voilà. Et à la fin, du coup, vous comptez vos points et vous voyez combien ça fait. Si vous aviez 10 points, vous aviez le badge de la forêt Belle Écorce. 20 points le badge Citaciel. Vous verrez à chaque fois qu'il y avait des références à des univers de fantasy et de saga. Et ça donnait le droit de commencer une nouvelle saga si on en avait envie. 50 points, c'est le badge Panem qui donne le droit d'acheter une suite de saga en cours. 75 points, c'est le badge Itikana et vous remportiez un marque-page que je fabriquais. 100 points, le royaume de Vendoral. Je sais pas comment ça se dit à chaque fois ce truc. Et ça, c'était que vous vous autorisiez à acheter un livre de votre choix. Entre 100 et 199 points, le badge Terracène qui donne le droit d'acheter toute une saga. Et plus de 200 points, la Terre du Milieu. Et dans ce cas-là, je fais un petit bracelet book club. Voilà. Donc c'était très simple, pas prise de tête. Chacun faisait un peu comme il voulait. C'était le principe du challenge. Et ben c'est parti pour un petit bilan lecture de tous ces tomes 2. Mais je crois qu'on a le même premier. Oui. Le tome 1. Et le tome 2. Donc c'est la saga Le Roi Berger. Et ben moi j'ai lu donc le tome 1 en fin d'année 2024. D'ailleurs on vous en a parlé dans le bilan de notre année 2024. Et du coup j'ai profité de ce challenge pour lire la suite et la fin. Oui, puisque c'est une duologie. C'est une duologie. Il rapportait beaucoup de points celui-là. Ouais, parce qu'il est sorti en novembre. Ou en décembre, je sais même plus. Bref, depuis qu'il était sorti, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'étais d'ailleurs très déçue d'avoir fini celui-ci trop tôt, de ne pas avoir pu enchaîner. Pour un rappel de l'histoire, on est sur vraiment une ambiance gothique, contes et légendes. On y suit Elspeth du Fusain, qui en fait a été atteinte par une sorte de fièvre, une maladie qui rôde. On va dire ça un peu. Ouais, un peu, parce que c'est vrai qu'elle a un côté un peu vivant, c'est lié à la brume. Ouais, dans l'univers. Sauf que normalement, ceux qui sont atteints de cette fièvre sont tués. Parce que la conséquence de cette maladie, c'est que du coup, ils ont une sorte de pouvoir, de magie d'eux-mêmes. Or, la magie, elle est contrôlée dans cet univers par des cartes. Et donc, toute personne qui en ferait d'elle-même est dangereuse et donc on les
on les tue. Sauf que Elspeth, elle a un petit peu réussi à s'en sortir quand même. Elle est passée entre les mailles du filet. Et donc on va la suivre. Au tout début, elle se retrouve à la cour parce que elle est obligée d'assister au solstice. Et à partir de là, elle va faire des rencontres qui vont la mener vers plein de choses. Et il se trouve que dans sa tête, il y a une entité qu'elle appelle son cauchemar. Enfin, qu'elle appelle le cauchemar, tout simplement, pas son d'ailleurs. Et voilà, on ne sait pas trop qui c'est, mais on le devine assez rapidement. et voilà, et cette personnalité va aussi avoir beaucoup d'importance dans la duologie. Et bien sûr, elle va rencontrer un charmant destrier. Exactement. Ravine. Voilà. Et puis dans le tome 2, on développe encore plus l'univers, on continue la quête qui a été lancée dans le tome 1. Il y a encore des révélations, il y a ensuite d'autres personnages également. Enfin voilà, ça prend une ampleur grandiose. Et c'est super bien écrit. J'ai trouvé que dans la partie 2, enfin dans le tome 2, on avait vraiment ce côté conte qui ressortait très fort. Oui. Bon, c'est lié encore aussi plus à l'évolution du personnage. Et quand vous achetiez le collector, vous avez une petite carte qui a toute son importance dans l'histoire. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de petits goodies en plus. Et ouais, une super belle duologie. Ouais, qui termine très bien. Enfin, vraiment à la hauteur du tome 1, je trouve, ce tome 2. On est dans la lignée. Les personnages sont hyper intéressants. Enfin, tous sont très bien développés. Ouais. Elle utilise extrêmement bien les ressorts qu'elle met en place. Les arcs narratifs de chacun. La magie est absolument incroyable. Oui, l'idée de faire une magie avec les cartes. L'ambiance est génialissime. Alors moi qui suis une chuchote, etc., le côté gothique, je savais pas si j'allais aimer, mais alors là, aucun problème. Non. Aucun problème, j'ai adoré. Vraiment. Parce que oui, je trouve que c'est tout ce qui représente le conte, c'est-à-dire la beauté et la cruauté en même temps, mélangées, donc c'est très poétique, et en même temps, elle va à fond dans plein de sujets, de thématiques, non, vraiment, et puis, encore une fois, ces personnages qui sont hyper complexes et très bien faits. Bref. Voilà, donc un premier livre du challenge réussi. Qui valait 75 points. Ouais, moi aussi 75 points. Alors très rapidement, je vous parle du seul tome 2 qui n'est pas un tome 2, mais qui est un tome 5. Mais franchement, je pouvais pas ne pas lire Kéléana en janvier. Donc c'est rentré dans le petit truc suite de saga. Ça m'a rapporté, je crois même pas 30 points. Mais ça valait le coup. Bon, je vous en parle pas plus que ça, si ce n'est que ça a été une petite claque, que je l'ai trouvé vraiment incroyable. À chaque tome est meilleur que le précédent. C'est un truc de fou. Et celui-là en plus m'a eu, puisque pendant tout le tome, je me suis dit, ah, il y a ça qui me plaît pas, machin. Et puis à la fin, plot twist de malade, et j'étais en mode, oh, je me suis encore fait avoir par Sarah Gimas. Donc, encore 2 tomes, et ça sera terminé. On va dire au revoir. Mais voilà, c'est vraiment, je le regrette pas. En février, vous aurez un autre Kéléana dans ma liste des livres lus. Alors moi, le deuxième que j'ai lu, c'est ce tome 2 des Héritiers de Brizen, dont le tome 1 est là, que j'avais emprunté à Claire, donc je me suis dit quand même, c'est son challenge, c'est un tome 2, c'est un livre d'elle, enfin qui lui appartient, on va le lire. Et en plus, c'est assez court, hein. C'est vraiment de la fantaisie pour les 8-12, je dirais. Pour un premier se lancer dans la fantaisie tout en douceur. On suit donc 3 amis, dont 2 sont frères et sœurs. 3 amis qui vont être lancés dans une quête. Alors je me souviens plus très bien du tome 1, je me souviens mieux du tome 2 puisque je l'ai lu récemment. Mais vraiment c'est un univers de fantaisie médiévale comme on les aime, avec de la magie, avec des créatures, avec des légendes, avec une vieille dame qui va les guider aussi dans toute cette magie. Les 3 ont des statuts différents, il y en a un qui est plutôt serviteur et les 2 autres, donc le frère et la sœur, qui sont un peu plus aisés si je ne me trompe. Un peu casse-cou. Ouais, voilà. Et vraiment, moi j'aime énormément la plume de David Brie, que je connaissais plus pour ses romans adultes.
Mais là, je trouve qu'il réussit vraiment très très bien le challenge de faire rentrer les jeunes, les plus jeunes, dans la fantasy avec une aventure pleine de magie, d'amitié, de quêtes, de mystères, d'aventures. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé la fin de ce tome 2. Et je suis très déçue que Claire n'ait pas de tome 3 dans sa bibliothèque. En tout, je crois qu'il y a 5 tomes. Ouais. Et tout est disponible, donc voilà. Tout à fait. Mais vraiment, ouais, une bonne entrée pour la fantasy et avec quand même un petit peu de complexité, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, exactement. Donc très très chouette. Alors, ensuite, moi, je me suis lancée dans la suite des légendes de Tezmar. Donc le tome 1, c'était Le sang et l'acier. C'est le genre de titre qu'on oublie. Et le tome 2, Serment et ruines, du coup. Il est un peu plus original que les autres quand même, avec Serment, ruines, c'est un peu moins souvent que Acier, sang, machin. De Hélène Schworer, qui a été publiée du coup chez Corrigan, qui est une romantaisie adulte, explicite. Je tiens à le préciser. Très explicite. Surtout ce tome 2. Donc je vais commencer tout de suite par le seul point négatif que j'ai sur ce tome 2, c'est la quantité de scènes explicites. Voilà, il y en avait trop pour moi, trop longues, trop détaillées, trop. Certaines étaient importantes quand même pour l'avancée de l'histoire, enfin l'avancée des relations du coup évidemment, mais là, je sais pas, il y en a certaines vraiment on aurait pu les supprimer, l'histoire aurait été pareille. Si je mets ça de côté, j'ai adoré le tome 2 parce que en termes d'action, enfin on m'avait prévenu que c'était un peu ralenti par la relation qui est un petit peu compliquée entre nos deux protagonistes, mais au final ça avance quand même pas mal. Et on plonge, enfin comme souvent avec les tomes 2, le tome 1 était assez introductif et là on plonge un peu plus dans l'action et dans les problèmes du monde de fantasy de façon générale. C'est un peu après avoir lu 25 000 tomes 2 sur le mois de janvier, c'est toujours un peu pareil, la façon dont c'est construit, enfin c'est fou, on va un peu plus loin dans l'intrigue et ça finit en énorme cliffhanger, voilà. Et en plot twist qu'on n'avait pas vu venir et en même temps on était là en mode j'aurais dû le voir venir mais non, et bref. Voilà, donc un énorme plot twist donc que je n'ai pas vu venir et qui fait que j'ai quand même été acheter le tome 3 la semaine d'après en me disant bon je suis dans mon challenge tome 2 mais il faudra que je lise le tome 3 assez rapidement. Pour vous faire un très rapide résumé du tome 1 évidemment pour pas spoiler, on suit Théa qui est une jeune fille qui a un oracle qui lui a prédit qu'elle allait mourir à l'âge de 27 ans. Elle en a 24 au début de la saga, je crois. Donc il lui reste plus énormément de temps devant elle. Et pour vivre en beauté, on va dire, elle voudrait devenir glaive de Tezmar. Donc glaive de Tezmar, c'est les protecteurs, le plus haut rang des protecteurs soldats des royaumes. Mais on est dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de combattre parce qu'il y a eu une prophétie qui prévoyait que la fin du monde serait apportée par une femme qui tient une épée. Donc depuis, les femmes n'ont plus le droit de tenir des armes. Et donc, elle ne peut pas devenir soldat, elle ne peut pas devenir glaive puisque c'est complètement interdit dans ce royaume. Enfin, ces royaumes d'ailleurs, parce que les Tezmar protègent plusieurs royaumes. Et elle est têtue, elle est obstinée et elle va plus ou moins réussir à devenir un soldat. Voilà, et le tome 1 c'est tout son entraînement, de comment elle apprend à se battre, et puis en fond évidemment ce monde là qui se développe puisque on est dans un univers où il y a un voile qui permet de protéger les royaumes de monstres et le voile est en train de se déchirer. Et ben pourquoi est-ce qu'il se déchire, qu'est-ce qui se passe, qui est derrière tout ça, c'est un peu toute l'intrigue qui est en arrière-plan sur le tome 1 et qui prend de plus en plus d'ampleur sur le tome 2. Voilà, une intrigue comme on les aime et vraiment on est maintenu en haleine par le fait qu'on sait que Théa est censée mourir à 27 ans et que au fur et à mesure des tomes on approche de ses 27 ans et du coup c'est très bien fait, enfin moi vraiment ça me maintient en haleine alors que je pensais qu'on résolverait une partie de l'intrigue dans le tome 1, pas du tout. Il faut attendre le tome 4 puisque c'est une saga en 4 tomes et tout est disponible, tout a été traduit. Donc j'ai hâte de continuer. Alors moi ensuite j'ai lu Legendary qui est le tome 2 de Caraval. Je vous ai pas ramené le tome 1 donc désolée vous avez que le tome 2 mais c'est à peu près pareil hein. Je les ai eus en poche à Noël. Comment dire,
J'adore cet univers. Vraiment, j'ai plongé à fond. On est sur du young adulte et là encore, en fait, on a un univers qui est fait très conte de fées, mais comme je vous le disais tout à l'heure, dans toute la complexité des contes de fées, c'est-à-dire à la fois la beauté et la cruauté. Parce que là-dessus, dans cet univers, quand même, elle y va pas de main morte. Sur le côté cruel de certains personnages ou même de certaines actions, etc. Et pour autant, ça reste très doudou, j'ai envie de dire. Mais bon, donc on suit dans le tome 1 Scarlett et sa sœur Tella qui vivent sur une île sous le joug de leur père qui est tyrannique au possible. Et en fait, Scarlett, elle rêve depuis toujours que le spectacle Caraval arrive sur l'île pour la faire sortir un peu de son quotidien morose et pouvoir l'émerveiller. Parce que donc ce spectacle Caraval qui est mis en scène, enfin fait par Légende, un personnage qui s'appelle Légende, qui possède une magie incroyable et on ne sait pas trop qui c'est, d'où il vient, etc. Voilà. Tout ce qu'on sait de lui, c'est à travers des rumeurs, des légendes, des histoires. Mais du coup, Scarlett lui écrit des lettres tous les ans. Le premier tome commence comme ça, tous les ans elle lui écrit une lettre, s'il vous plaît, venez sur mon île, s'il vous plaît, etc. Et puis sa dernière lettre, elle dit bon vous êtes jamais venu, tant pis, de toute façon maintenant j'ai plus besoin de vous parce que je vais me marier. Donc voilà, c'est pas la peine de venir, nanana. Évidemment, vous pensez bien que c'est à celle-ci qu'il répond. Il dit ah voici 2 invitations pour assister au prochain spectacle. Sauf qu'il va falloir la convaincre, la Scarlett, parce que comme elle l'a dit dans sa lettre, elle veut plus. Et c'est là que Tella, sa sœur, va rentrer en ligne de compte. Bref, et toute l'histoire part de là. Et donc Caraval, qu'est-ce que c'est comme spectacle? Parce que c'est un spectacle un peu particulier, vous l'aurez compris, fait de magie et surtout d'illusion. En fait, c'est un spectacle grandeur nature où on arrive quelque part et tout est enchanté. Il y a des comédiens qui sont là pour rendre l'illusion absolument tout à fait réaliste et vraie. Donc on ne sait pas qui joue la comédie, qui fait partie des comédiens, qui ne fait pas partie des comédiens. En fait, tout l'univers est basé sur ce jeu entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que les protagonistes du coup vont croire, parce qu'ils savent que c'est de l'illusion, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est de l'illusion, qu'est-ce qui est de la vérité. Enfin bref, tout est basé là-dessus et c'est absolument génial. Alors dans le tome 1, j'avais deviné certaines choses, mais pas d'autres. Dans le tome 2, j'avoue que j'avais tout deviné. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, moi, ça m'a pas dérangé d'avoir tout deviné parce que, en fait, du coup, je voulais arriver au moment où les personnages avaient compris la même chose que moi. Donc voilà, et j'ai vraiment adoré retrouver l'univers qui s'élargit. Il y a encore des nouvelles choses qu'on apprend là. Enfin, vraiment, le tome 1 est assez introductif, une très très bonne introduction à l'univers. Mais dans le tome 2, on ouvre encore d'autres choses et on voit notamment apparaître un personnage qui a eu aussi sa propre trilogie. Il était une fois un cœur brisé. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3 parce que je ne sais pas comment ça va se finir toute cette histoire. On nous laisse quand même un petit peu sur notre faim avec ce tome 2. Donc voilà. Mais je l'ai acheté en anglais parce qu'il n'est jamais sorti en poche. Donc du coup, tant qu'à avoir un autre format, je me suis dit autant avoir une autre langue aussi. Et vous avez le tome 1 qui vient d'être édité en édition collector chez Bayard. Tout à fait, en relief, qui est très beau. Avec des paillettes. Je ne l'ai pas vu en librairie, mais il est pas mal. Il a l'air très beau, je vous le conseille. Ensuite, j'ai enchaîné aussi avec du young adulte, quand même un petit peu, puisque j'ai lu le tome 2 de Défier la nuit, qui s'appelle Défendre l'aube, et le titre est très bien trouvé, quand on l'a compris. Petit coup de cœur young adulte, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, vraiment, j'ai été assez surprise, je pensais pas aimer autant en fait, je pense que c'est ça qui fait que ça a déclenché un petit coup de cœur, parce que le tome 1 je l'avais trouvé vraiment très bien, mais vraiment très bien, voilà, j'avais passé un très bon moment, et dans le tome 2, en fait je pense que c'est
l'histoire autour de Korik, qui peut paraître un peu énervant, mais qui en fait... Bref, je peux pas dire. Non, parce que je vais bientôt le lire, moi. Voilà, en plus vous avez un sublime jaspage qui continue, voilà, et qui est vraiment trop beau. Ça rend super bien. Donc Défier la nuit, ambiance Robin des Bois à 100%, on en avait déjà un peu parlé sur la chaîne, je vais pas faire un long résumé, mais en gros on suit Tessa qui distribue une potion à base de fleurs de lune, sauf que la fleur de lune est rare, donc plutôt achetée par les personnes riches. Donc elle joue un peu les Robins des Bois en distribuant ce remède auprès des personnes pauvres, et elle est accompagnée d'un jeune homme un peu mystérieux. Et en parallèle, on suit le personnage de Korik, qui est le prince et aussi la justice du roi, qui est connu pour être cruel, et leurs destins vont se catapulter, et voilà. Voilà, c'est très bien où ça va aller, quoi. Et voilà, le tome 2 est vraiment dans la continuité du tome 1. On va un tout petit peu ailleurs, mais pas complètement. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très malin, c'est vrai que dans le tome 1, il y avait des révélations, mais il n'y en avait pas énormément. Et dans le tome 2, on va pousser un peu et tout est logique, tout s'imbrique, tout est... Voilà, tout s'aplatit et en fait au moment des révélations, j'étais vraiment en train de me dire mais pourquoi j'avais pas deviné, c'est tellement limpide et ça fait... Enfin, j'aime beaucoup quand ça fait ça dans les intrigues, ça veut dire que c'est très bien construit. Et la relation entre Tessa et Korik prend vraiment en complexité, puisqu'il y a un petit élément qui vient s'ajouter à tout ça, qui met un peu le bazar, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de traiter comme ça le sujet de l'amour et des difficultés que ça peut apporter. Vraiment une ambiance très chouette, et je pense que c'est la dernière page très précisément qui m'a fait dire oh vraiment j'adore. Parce que vraiment je me suis dit ah là ça va tabasser sur le tome 3. J'ai adoré l'ambiance dans laquelle ça allait, vraiment je me suis dit c'est exactement ce que j'adore, c'est hyper badass. Voilà, donc le tome 3 n'est pas encore paru puisque le tome 2 vient tout juste de sortir. Mais je crois qu'il est paru en anglais. Donc j'espère que ça traînera pas trop chez Rajo, mais... L'année prochaine, hein, je pense. Ouais, je me dis peut-être fin d'année. Moi, je fais plus de plans avec Rajo parce qu'il met toujours un an. Du temps, ouais. Bah après, Défier la nuit était sorti en avril. Donc ils ont mis moins d'1 an. 2 mois de moins. Hein. Oui. C'est pour ça, pour Noël. Bon, on fait des plans sur la comète, mais... voilà. Mais en tout cas, si vous voulez une petite saga de fantasy young adulte, avec toujours l'ambiance Robin des Bois dans le tome 2, c'est ça qui est excellent, c'est qu'elle a réussi à le refaire. Je m'y attendais sans m'y attendre, c'est-à-dire que j'attendais quelque chose à la fin du tome 1, et elle le fait. Elle le fait dans le tome 2, donc ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on va forcément, on a besoin d'élargir un peu les horizons. Et c'est du young adulte, mais pour moi, le tome 2 prend un tout petit peu en âge, à cause justement de la relation entre Tessa et Korik, qui prend un peu en complexité plus adulte. Voilà. La transition est toute faite, puisque moi j'ai lu le tome 2 de l'autre série de Brigitte Kéméraire, qui est Un sorcier noir et éternel, et donc le tome 2, Un cœur si loyal et solitaire. Et j'avoue que c'est une petite déception. Claire, elle avait tellement aimé que je m'attendais à l'aimer autant. Et moi, ça l'a pas totalement fait. En fait, ça m'a refait exactement comme pour le tome 1. C'est-à-dire que le tome 1, j'avais bien aimé, mais sans plus. Parce que j'avais trouvé que le début était très long. Qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans les relations des personnages. On comprend très bien pourquoi du coup dans le tome 2, et justement c'est très bien traité dans le tome 2, et ça fait partie des choses que j'ai appréciées pour le coup. Mais voilà, et puis en fait il y avait un truc dans l'univers, j'arrivais pas encore dans le tome 1 à savoir ce qui me dérangeait. J'ai mis le doigt dessus en lisant le tome 2, en fait il me manque quelque chose dans l'univers pour que j'accroche totalement, comme j'ai pu le faire pour Défier la nuit, où en effet cette ambiance Robin des Bois m'a totalement conquise. Là, je sais pas, j'ai moins accroché à l'univers, il me manquait une ambiance particulière, une saveur, un truc, voilà, j'ai trouvé que c'était trop plat. Et donc ce tome 2, en fait, alors déjà, ce que je n'ai pas aimé, c'est que on suit 2 personnages dans ce premier tome, on en suit 2 autres dans le deuxième. C'est pas ça que j'ai pas aimé.
c'est que les deux personnages qu'on suit dans le tome 1, l'un d'eux tourne très mal. Dès le début du tome 2, en fait, je l'ai détesté. Et vraiment, vraiment détesté. Et pendant tout le livre, je trouve qu'il est... Bref, j'avais envie de lui tordre le cou. Il est un peu raté, ce livre. Voilà. Et en fait, du coup, le fait que l'héroïne de ce tome 1 s'accroche à lui, etc., et ben, moi, ça m'énerve. Voilà. Par contre, heureusement, on suit un autre personnage qu'on avait déjà dans ce tome 1. C'est flou si vous l'avez pas lu, je suis désolée. J'essaie de pas spoiler, mais on va donner des noms quand même. Donc dans ce tome 1, on suit Harper, une jeune fille qui vient de notre monde à nous et qui va se retrouver dans un univers qui est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, hein, on va pas se mentir. Le royaume d'Amberfall qui est sous une malédiction et un monstre décime un petit peu la population. Et donc il faut sauver le royaume et le prince le beau prince qui s'appelle Ren, ben lui en fait il enlève des jeunes filles pour essayer de vaincre la malédiction. Vous avez compris? Voilà, Belle et la Bête. Il se transforme en monstre, voilà. Et en fait c'est son plus fidèle et loyal garde. Oui c'est ça, garde, Grey, qui enlève les jeunes filles pour lui. Parce que l'enchanteresse qui a mis cette malédiction sur eux lui a donné un anneau à Grey qui lui permet d'accéder à d'autres royaumes et d'aller chercher des jeunes filles. Voilà, en gros, d'où part l'histoire. Et donc ici, on suit Grey, plus particulièrement, parce qu'il s'est passé des choses à la fin du tome 1 qui font que, voilà, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur, on a eu des révélations sur lui, etc. Comment ne pas spoiler. Et on suit également Liamara, qui est une jeune fille que j'ai adoré suivre, qui est très chouette et qui est d'un autre peuple. Voilà. Vous l'aurez compris, hein, la malédiction, elle va pas durer non plus pendant 3 tomes. On passe à autre chose dans ce tome-là et à d'autres problématiques, thématiques, etc. Et notamment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du pouvoir, de la loyauté. Et c'est justement là-dessus où moi il y avait des trucs qui me dérangeaient dans ce tome 1, ils sont traités dans le tome 2 du coup, avec Grey qui s'éloigne, voilà. Et là-dessus j'ai beaucoup aimé, le personnage de Grey je l'ai adoré, la relation aussi qui se tisse avec Liamara, elle est superbe, trop choupie, j'ai là-dessus rien à redire. Et puis même il y a d'autres personnages autour, notamment le frère de Harper, un autre jeune qu'on découvre aussi dans ce tome-là. J'ai adoré les relations aussi. Le frère de Harper aussi, c'est à chaque fois toute l'intrigue et l'arc narratif autour de lui et de Grey, de la relation qu'ils ont et tout ça. Ça, c'était vraiment les moments que j'ai adoré et où j'étais vraiment dans un livre que j'avais envie de lire. Voilà, il y avait d'autres moments où c'était moins le cas. Donc il y a plein de bonnes choses. Mais j'avoue que j'ai pas une accroche non plus assez forte pour continuer à lire cette série. Donc je pense que je vais m'arrêter au tome 2 parce que en plus on retourne avec les deux personnages qui tournent mal, je trouve, dans ce tome-là. Pour le tome 3 et j'avoue que j'ai pas envie en fait. Donc j'irai lire un résumé spoilant ou alors si Claire arrive à me souvenir de la fin du tome 3 parce que j'irai voir ça, mais je vais pas lire, c'est des livres de presque 600 pages en plus à chaque fois, donc voilà. Donc petite déception, je m'arrête là dans la série, mais par contre j'ai hâte de lire la suite de Défier la nuit parce que en plus j'ai l'impression qu'elle repart encore sur des thématiques un peu similaire. Oui. Enfin, elle aime beaucoup la notion de pouvoir. Voilà, de la notion de pouvoir, de comment exercer son pouvoir avec justice. Alors, et pour finir comme moi, j'ai enfin lu Iron Flame. Enfin, il y en a encore un autre après. Donc voilà, puisque j'avais lu Force Wing, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai lu, mais à sa sortie à l'époque, hein, donc je pense que j'ai février, pas mal de mois. C'était le challenge Fantasy, ouais, donc c'était en février ou en mars que je l'ai lu. Voilà, donc j'ai attendu de façon inquiétante.
En fait, J'avais peur. j'avais peur. En fait, j'avais pas mal d'attentes sur ce tome 2 et j'avais peur que je sois déçue tout simplement. Pas du tout, voilà. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu attendu, même si j'ai regretté qu'il n'y ait pas un petit résumé, un petit lexique, un petit liste des personnages, tout ça au début du livre, parce que ouh il y a quand même beaucoup de personnages et en fait il y avait des petits éléments de l'intrigue qui sont à peine abordés dans le tome 1 que du coup je n'avais pas du tout retenu. Et donc il y a des mots qui apparaissaient, je suis oh, c'est quoi ça déjà, je ne sais plus. Bon, c'est revenu en lisant évidemment. Alors, pourquoi j'ai aimé déjà, c'est un petit pavé quand même, puisqu'ils ont eu la gentillesse et l'amabilité d'écrire en tout petit. Pas petit, un gros pavé, tu peux le dire. Voilà, donc voilà. Et en fait, je me rends compte que j'adore les gros pavés. En fait, j'aime quand l'intrigue raconte aussi le quotidien. Dans la fantasy, c'est pas tout à fait le quotidien, mais raconte les choses où on a les entraînements, où on a la vie avec les personnages secondaires, donc du coup la fin de famille qui se développe, où tout n'est pas toujours action et rebondissement, mais aussi voilà, des moments où juste les auteurs et les autrices prennent le temps aussi de poser les personnages et de poser les intrigues. Et donc elle le fait à merveille et j'ai trouvé que le rythme avec l'action était excellent, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas du tout. Il y a toujours un rebondissement, quelque chose qui fait qu'on est tenu en haleine. Il y a quand même des moments où, parce que du coup j'étais la dernière du groupe à lire ou presque, donc elles avaient déjà une petite conversation WhatsApp où elles avaient échangé et du coup moi je me suis pointée plusieurs mois après avec mes petites remarques en disant oh mais il se passe ça, mais il se passe ça. Voilà. Et il y a quand même plusieurs reprises des moments où j'ai lâché le livre et j'ai pris mon téléphone en mode quoi. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait. J'ai un souvenir en particulier où j'ai eu un choc émotionnel. Donc voilà, j'aime bien que voilà, il y a des choses comme ça qui prennent un peu leur temps et vraiment c'est bien ponctué, c'est bien voilà, j'ai pas lâché, j'avais pas du tout envie de lâcher, et puis il y a des moments, au bout d'un moment où la machine s'emballe, où on n'arrive plus à lâcher le livre et puis bah voilà, il faut lire la fin quoi. Parce que j'ai dû lire ouais bien les 200-300 dernières pages en une journée. J'étais un peu ivre de lecture après ça. Donc vraiment vraiment top. Elle est douée, franchement elle est douée pour raconter des histoires et pourtant elle raconte, enfin c'est pas révolutionnaire l'histoire dans le fond, elle utilise des tropes très connues, voilà, mais elle sait le faire d'une façon originale et dans son univers et du coup ça voilà, c'est hyper efficace. Puis ouais, tout l'univers et les personnages sont tellement bien décrits et dans, comme tu dis, dans leur quotidien aussi, etc., qu'on est avec eux en fait dans la scène. Là, bon, je vous montre parce que je suis en train de lire le tome 3. Du coup, d'avoir eu en plus, j'ai beaucoup aimé que tu l'aies lu maintenant parce que comme ça tu m'as rappelé un petit peu quelques éléments que j'avais un petit peu oubliés, j'avoue. Je peux pas, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté en anglais et j'en suis là. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Oui, là je viens de passer une scène par exemple où juste ils discutent de l'univers, de ce qui se passe, etc. Et en même temps ils sont en train de s'habiller et tout, et c'est hyper tendre entre eux et tout. Et j'adore ça, en fait on est vraiment, c'est pas juste, bon il faut que je mette une scène de blabla, donc on va les faire discuter et t'as que les dialogues. En fait tout est imbriqué aussi dans des gestes tendres qui montrent aussi la relation amoureuse, le fait que voilà, ils s'habillent avec leur couteau et tout partout, c'est vrai, leur dague, machin. Enfin, en fait, voilà, tout participe à rendre hyper réel l'univers qu'elle nous crée. Et donc, vraiment, c'est très visuel, c'est très cinématographique en fait. À la fois les scènes de bataille et tout, bon, des fois on est un peu perdu. Oui, mais... oui c'est le seul, je dirais qu'il y a deux trucs un peu négatifs, si je peux dire négatifs, c'est oui, les scènes d'action parfois un peu perdues. Il y a un moment, il y a une scène, j'avais pas compris qu'il y avait quelque chose qui avait été tué. Vraiment, j'ai dû relire la scène pour le comprendre, et même là, j'étais pas très sûre.
Donc voilà, petit bémol. Et le deuxième bémol, c'est que même si elle sait hyper bien construire le quotidien et tout, je trouve qu'il y a certains personnages secondaires qui sont encore un chouïa plat pour l'instant. Mais oui, mais je sais, j'ai vu des vidéos qui n'étaient pas spoilantes et je me suis dit ah, je crois qu'on va enfin aller là où j'ai envie qu'on aille. Voilà, donc dans le tome 2, un petit peu. voilà, je m'étais dit ah, c'est vrai que les personnages, je les retrouvais pas parce qu'en fait, elle les avait pas suffisamment, je pense, travaillés pour que quand je les recroise, je me dis ah oui, c'est lui. Voilà. Et il y a encore 3 tomes. Oui, c'est pour ça. On va qu'on s'y attache. Oui, bon, Pas trop avec elle. Voilà. Je vous rappelle comment commence le tome 1. Attends, tu l'as le tome 1 parce que là, je l'ai de nouveau dans le tome 3. Elle le remet au début. Je sais pas si elle l'avait remis dans le tome 2. Ça commence. Le texte qui suit a été fidèlement transcrit du navarrais en langue moderne par Gésinia Nelwart, conservatrice du cadran des scribes à l'Académie de la guerre de Pascal. Tous les événements sont véridiques et les noms ont été conservés pour honorer le courage de ceux qui sont tombés. Que leurs âmes soient confiées en elle. Elle l'a mis aussi sur le tome 2. Voilà, et il y a encore sur le tome 3. Voilà. Cette autrice est cruelle. Ne vous attachez pas trop aux personnages. Non, pas trop. Il y en a encore qui survivent. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont... Ouais, il y en a déjà beaucoup qui sont tombés. Voilà, donc vraiment Iron Flame, superbe lecture et bah, Onyx Storm, moi je vais attendre juin pour la traduction, mais... moi je suis dedans. Et en parlant de pavés, j'ai terminé le mois avec un autre pavé, et pareil du coup, je pense que je l'ai aussi autant apprécié parce qu'il y a un peu le même effet que dans Iron Flame. Donc j'avais lu Le Serpent et le Descendant de la Nuit, si vous vous souvenez bien, en calendrier de l'Avent. Donc ma mère m'avait découpé le livre en 24 parties, on va dire. C'était pas vraiment... il pouvait y avoir un ou plusieurs chapitres. Et ça avait été une bonne lecture. Une très bonne lecture qui avait très bien fonctionné en calendrier de l'Avent. Et bah, j'avais demandé aussi le tome 2 à Noël, donc il était sous le sapin. Du coup j'avais le tome 2 sous la main. Et bah, le tome 1 finissait dans un truc qui m'avait fait bondir de mon lit au moment où je l'avais lu. Pratiquement en plus, hein, c'est presque vrai. Et donc forcément j'ai eu envie de lire le tome 2 assez rapidement, qui est aussi une bonne bricasse. Bon, après bookmark écrit en gros, mais quand même, c'est quand même une bonne bricasse. J'ai mis autant de temps à le lire quand même que Iron Flame. Et c'est une saga qui va être en 6 tomes et qui fonctionne en duologie, un peu comme le Pont des Tempêtes. Donc là, on clôture d'une certaine façon un premier cycle. Et dans le tome 3, on ira vers un autre personnage qu'on a rencontré au tome 1. Et je sais pas du tout où ça va aller, mais je suis très curieuse. Donc, le pitch rapide, c'est qu'on suit Oraya qui est française. Pas du tout. Ah, je suis vraiment fatiguée là. Ah, ce serait drôle. Un univers de fantasy avec une écrit française. par une américaine. Sa particularité à l'héroïne, c'est d'être française. Elle est pas française, elle est humaine, tout simplement. Même si les françaises sont a priori tous humaines. Donc qui est humaine et qui vit dans un monde de vampires, dominé par les vampires. Et elle a été adoptée par le roi des vampires, en l'occurrence, qui s'appelle Vincent. Et a lieu tous les 100 ans, les 300 ans, je sais plus, le Kejari, qui est un concours, une épreuve où tous les vampires un peu fous et pas très sains d'esprit peuvent s'inscrire. Et le dernier survivant obtient un vœu de la déesse Nyaxa. Ça s'appelle les couronnes de la déesse Nyaxa, la saga. Donc en gros, elle exauce n'importe quel vœu. Et très souvent, c'est l'occasion pour la personne qui gagne de remporter le pouvoir. Voilà, et de renverser le roi en l'occurrence. Charlie vous dit bonjour. Oui, elle est sortie de sa sieste sous la couverture. Donc Oraya va s'inscrire à ce concours, ce qui est peut-être pas très malin de sa part, puisque c'est la seule humaine. Et bah forcément, ça va être un peu compliqué, et elle va s'allier à Rain. Alors Rain, je sais pas du tout comment ça se dit, moi je dis Rain personnellement. Tu es française. Qu'est-ce que je suis française. Qui est évidemment un vampire tout à fait charmant, très musclé, mais qui est normalement son ennemi. Et bah, il est censé y avoir qu'un survivant, donc on est dans la... voilà. Donc c'est des épreuves, on est maintenu en haleine pendant tout le tome 1 avec ça.
Et donc à la fin du tome 1, cliffhanger que j'avais pas vu venir, sauf que quand j'y réfléchis, c'était devinable depuis le début pour une raison que je n'expliquerai pas pour que vous ne deviniez pas non plus. Mais vraiment, j'étais très en colère. Et donc, dans le tome 2, on va complètement ailleurs. Et ce tome 2 m'a complètement surprise parce que je savais pas où ça allait. Ça a été vraiment dans une direction qui était hyper intéressante. Du coup, la relation entre Oraya et Rain est très compliquée. Et la scène, enfin les scènes finales, parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça que j'ai bien aimé, il y a plusieurs scènes de bataille. La première, j'étais en mode, c'est pas comme ça que se passe une scène de bataille normalement, et donc j'ai adoré. Et la dernière, c'était tellement visuel, tellement puissant, enfin vraiment, j'étais bluffée. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai un petit coup de cœur sur cette saga, c'est que je trouve l'équilibre entre la romance et la fantasy parfaite. C'est-à-dire que l'univers de fantasy est quand même très développé, la romance est hyper belle, vraiment c'est en fait ces deux êtres qui se rencontrent, qui deviennent amis et qui avant d'être amants sont amis. C'est hyper beau. On aime bien. Voilà. Et notamment il y a une scène explicite dans le tome 2 que j'ai trouvé très belle, vraiment une belle histoire d'amour, vraiment. Il y a une vraie tendresse alors que voilà, lui il arrête pas de dire putain et parler téton d'X, ce qui me fait énormément rire. Et puis pareil, je pense que la dynamique qu'il y a entre eux, où ils se cherchent un peu, ou voilà, j'adore. Enfin c'est le genre d'histoire d'amour que j'aime beaucoup lire, qui est un petit peu piquante mais pas trop, qui ressemble en fait énormément à la relation Cassian-Nesta. Après coup je me suis dit bah oui, c'est la même chose. Donc forcément ça m'a beaucoup parlé, même si c'est moins torturé quand même que ces deux-là. Tout aussi smutty? Non, c'est beaucoup moins smutty. Ah. Et oui, et vraiment, j'avais peur que ce soit justement trop smutty, trop machin, et pas du tout. Certes, il y a qu'une seule scène dans le tome 1, il y a 3 scènes dans le tome 3, mais tome 2, mais pas forcément hyper développées, notamment sur la dernière. La première, elle est un petit peu plus, ou la deuxième, je sais plus. Il y en a une qui est un peu plus... Parce que du coup, on change de point de vue, donc on est là, on a l'entièreté de ce qui est en train de se passer, quoi. Mais voilà, l'équilibre est bien, et vraiment, j'ai aimé les sentiments, j'ai aimé les discours qu'il y avait dans cette histoire. Franchement, je vais continuer la saga, et je vais lire l'autre saga, La guerre des cœurs brisés, La guerre des cœurs égarés, je crois. Égarés. Parce que c'était grandiose, quoi. Voilà, donc j'ai très bien terminé sur le challenge. Et je suis contente parce que du coup, je n'ai eu que des très bonnes lectures ou des coups de cœur pendant ce challenge. Donc voilà, très fière. Voilà, on a fait le tour de toutes nos lectures de ce challenge. Ouais. Qui fut une belle réussite, bravo. Et du coup, vous avez quelques idées de sagas que vous pouvez commencer ou continuer en plus. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire et nous dire quelles sont les sagas que vous avez envie de continuer, qui sont restées en suspens et dont il vous reste le tome 2 à commencer. Ou mettre une petite pile de livres, tout simplement, si vous êtes timide. Ou un petit 2. Ah oui, un petit 2. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.